Vos mousquetaires reculés devant les gardes du cardinal? Oh non, non. Pas mes mousquetaires, Tréville. Quand ils se font battre, ce sont les vôtres. Oui, sire. Votre invincible Athos a été blessé. Quant à vos deux héros, Porthos et Aramis, ils se sont sauvés. Impossible. Un mousquetaire peut très bien courir derrière quelqu'un, devant, jamais. En tout cas, hier soir, ils se sont fait battre. Vous aviez vu le sourire narquois du cardinal quand il est venu m'annoncer la chose. J'aurais aimé l'étrangler. Votre Majesté devrait céder de temps en temps à ses impulsions. Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Si je lui tolère cette garde particulière qui lui permet de faire sa propre police sous prétexte d'assurer la mienne, c'est à une condition. Que les mousquetaires en réduisent de temps en temps les effectifs. Pour le moment, c'est malheureusement le contraire qui se produit. Son Éminence, le cardinal duc de Richelieu. S'il est venu m'annoncer une nouvelle défaite, je vous fais chanoine, parole de roi. Sire, je viens vous demander justice. Justice. Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre Majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes. Diantre. Une épidémie? Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien était-il donc? 3. Et il en reste? 4. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Expliquez-vous, Éminence. J'attends de votre Majesté qu'elle ait la bonté d'interroger elle-même les coupables. Les coupables? Parfaitement, les coupables. J'ai rendu un édit contre le duel, avec l'agrément de votre Majesté. Il faut absolument que cet édit soit respecté. Sinon, toute la noblesse française se détruira stupidement elle-même. Sire, je demande cette fois une punition exemplaire. Permettez-moi de me retirer. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Parmi les très nombreuses adaptations des Trois Mousquetaires qui sont disponibles, j'ai choisi ce film de Bernard Borderie, un film de 1961, avec Guy Tréjean, Henri Nassier et Daniel Sorano dans le rôle de Richelieu. Il me semble que c'est une manière pour nous de nous préoccuper des représentations de Richelieu, en particulier cette version noire à laquelle Alexandre Dumas a beaucoup contribué au XIXe siècle. C'est la version romantique, celle de Vigny, qui a marqué énormément le personnage de Richelieu, qui a contribué à créer la légende noire. Mais c'est très ambigu en réalité. D'abord, quand on lit le texte de Dumas lui-même, c'est là qu'on trouve un des portraits les plus extraordinaires de Richelieu, parce que ce côté sombre va avec une sorte de prestige mystérieux. Le cinéma caricature. Voilà. Et je crois que c'est Morand qui disait que chez Dumas, à propos de Richelieu, Paul Morand disait le mensonge romanesque débouche sur une sorte de vérité historique qui est quand même la grandeur du personnage. Et c'est amusant d'ailleurs de rappeler que dans les nombreuses adaptations cinématographiques qui ont été faites, Richelieu a été incarné par Charlton Heston, l'homme des 10 commandements de Ben Hur, une sorte d'athlète. Et ça montre bien et en même temps, il n'est pas mauvais, le Richelieu de Charlton Heston. Cela montre bien qu'il y a quelque chose de tout à fait double dans cette représentation de Richelieu. Le romantisme, en effet, est sensible à cette ambivalence, tout en forçant quand même le trait du côté de la critique. On pense à Victor Hugo, l'homme à la main sanglante, à la robe écarlate. Vigny, dans Saint-Marc, qui évoque une des conspirations contre Richelieu, n'est pas extrêmement favorable non plus. Oui, c'est Vigny qui est le plus dur d'une certaine manière. C'est l'homme rouge, c'est véritablement l'homme rouge, l'homme dont la robe est tachée de sang d'une certaine manière, et puis l'incarnation d'un état absolu, enfin toute une mythologie qui évidemment va beaucoup marquer le XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, la figure de Richelieu était plus favorable? Elle était plus favorable dans une certaine mesure, car il était lu. Son ouvrage Testament politique, qui était publié après sa mort, a été réédité. Son authenticité était discutée avec Voltaire, qui prétendait admirer Richelieu, mais qui en même temps, en fait, ne l'aimait point. Il n'aimait point tant de pouvoir, tant d'énergie. Montesquieu en fait un portrait plutôt flatteur, même si, là aussi, l'énergie terrible du cardinal peut inquiéter ce magistrat des Lumières. Il y a quand même toujours cette fascination, cette ambiguïté. Et au XXe siècle, porté peut-être d'ailleurs par le général de Gaulle, on a le sentiment que Richelieu redresse sa figure, si je puis dire, post-mortem. Oui, ça s'est fait en 2 temps. Sous la Troisième République, à l'époque où son historien Gabriel Hanotaux est devenu ministre, un des grands ministres des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu une tentative de
Richelieu est apparu comme l'homme de l'unité française, de la centralisation, l'homme qui incarne une certaine grandeur patriotique à l'approche de la confrontation avec l'Allemagne. Et donc là, on voit une première résurrection de Richelieu. Oui, on rappelle évidemment son opposition aux Habsbourg, Voilà, aux voilà. Autrichiens. Et d'ailleurs que les nazis utiliseront, puisqu'ils feront une édition complètement tronquée du testament politique pendant la Seconde Guerre mondiale pour montrer que Richelieu avait voulu, à travers une politique de frontières naturelles, le mal de la future Allemagne, et que donc la France était véritablement l'ennemi historique de l'Allemagne. C'est extraordinaire de voir que les nazis eux-mêmes ont cherché. Et puis il y a effectivement la période des années 50 et 60. Richelieu redevient un personnage aussi familier à l'époque de De Gaulle, et c'est sans doute pas un hasard, parce qu'il y a quelque chose dans cette tension du pouvoir qui rapproche les deux hommes. On trouve dans les carnets de De Gaulle, tels qu'ils ont été publiés, la recopie de cette citation de Richelieu dans son testament politique. Si la diversité de nos intérêts et notre inconstance naturelle, il parle de la France, nous portent souvent dans des préjugés effroyables, notre légèreté même ne nous permet pas de demeurer ferme et stable en ce qui est de notre propre bien, et nous tire si promptement que nos ennemis, ne pouvant prendre de justes mesures sur des variétés si fréquentes, n'ont pas le loisir de profiter de nos fautes. Légèreté, instabilité des Français qui finalement peuvent avoir des aspects positifs. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour être tout à fait juste, l'un des premiers à avoir ramené Richelieu un peu sur le devant de la scène, sinon intellectuelle du moins politique, c'est Pierre Mendès France, puisqu'en 1954, il le cite dans un texte célèbre, et il cite cette phrase de Richelieu ceux qui vivent au jour le jour vivent heureusement, mais on vit malheureusement sous leur conduite. C'est pour illustrer le fait qu'un vrai gouvernement est nécessaire au bonheur du peuple, un gouvernement qui s'est décidé dans la durée. Et c'est Mendès France qui le dit, et en 1954. Oui, c'est la question de la temporalité, Oui. Une façon de gérer le temps. Pierre Mendès France, c'est dans son discours d'investiture en juin 1954. Qui était publié sous le titre « Gouverner, c'est choisir ». Republié ensuite. Republié, voilà. Dans un joli livre récent, Alain Corbin s'est efforcé de ramasser ce que pouvaient être les traits des héros de l'histoire de France tels qu'ils étaient expliqués à son fils en l'occurrence. Et il insiste sur le fait que ce serait le prototype du grand ministre qui fait couple avec le souverain, un caractère de fer, capacité inouïe de travail, dans un corps souffrant, image d'un organisateur qui n'est pas celle d'un conquérant, et un ministre qui a préparer la voie à l'absolutisme. Je voudrais que nous considérions ces différents aspects du personnage au cours de cette émission, Arnaud Tessier. Mais auparavant, peut-être n'est-il pas inutile que vous rappeliez en quelques phrases ce qu'a été l'itinéraire de ce personnage qui a vécu de 1585 à 1642, mort à 57 ans. D'où il vient, comment il a conquis le pouvoir et combien de temps il a pu, aux côtés de Louis XIII, l'exercer. C'est une vie qui, avec le recul du temps, nous paraît courte, mais c'est une vie extrêmement dense. Donc il naît en 1585 dans une famille qui est à la fois de la noblesse de robe et de la noblesse d'épée, dans une famille de noblesse, de bonne noblesse, et même de grande noblesse par sa grand-mère. Et les circonstances vont faire de ce jeune homme qui se destinait plutôt à la carrière des armes, un prêtre, puis un évêque. Donc ses premiers pas sont ceux d'un homme d'église, dans son évêché de Luçon, évêché tout crotté, tel qu'il le décrivait. Très jeune évêque. Oui, très jeune évêque. À peine plus de 20 ans. Il lui faut même obtenir une dispense à cette fin. Mais très jeune évêque, mais véritable prêtre qui va d'ailleurs écrire une sorte de catéchisme pour les prêtres de son diocèse, mais qui peu à peu va chercher à se faire remarquer du pouvoir politique dans cette France qui est à la fin du règne d'Henri IV, puis des débuts de la régence de Marie de Médicis, une France qui est traversée toujours par le souvenir encore récent des guerres des religions, qui ne sont pas totalement terminées en fait, par les tensions entre les princes et le pouvoir royal, une France agitée. Il va s'affirmer peu à peu. Est-ce par ambition pure? Est-ce tout simplement parce que c'est un homme d'une très grande intelligence, qui a déjà un sens de l'histoire, un homme qui lit énormément, qui est un véritable théologien, qui a une vision de la politique extrêmement équilibrée, à la fois religieuse et laïque. Un bourreau de travail aussi. Un bourreau de travail. Il va se signaler assez vite à l'attention par son intelligence, et notamment par la harangue qu'il prononcera à la clôture des États généraux en février 1615, au nom du clergé, devant la reine,
devant le jeune roi Louis XIII. Les États généraux qui sont les derniers Avant la Révolution. rassemblés avant 1789. Et où il va faire une harangue qui est à la fois une harangue classique de défense des positions du clergé, mais où il y a déjà tous les éléments de sa philosophie politique, de l'intérêt public, du bien public, qu'il dessine déjà devant la cour. Et c'est ainsi qu'il va entrer dans l'entourage de Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, et qu'il va peu à peu se faire connaître. Ensuite, sa carrière politique va connaître quelques accidents, puisque ses débuts sont associés à l'influence du maréchal d'Ancre, Concini, et donc Louis XIII, le jeune Louis XIII considère l'évêque de Luçon comme un personnage dont il faut se méfier. Il lui faudra plusieurs années montrer sa capacité de négociateur, notamment au moment de la brouille entre Marie de Médicis et son fils, entre la mère et le fils, pour finalement s'imposer, pour que Louis XIII reconnaisse ses qualités, pour qu'il obtienne le chapeau de cardinal, pour qu'il entre au Conseil en 1624. Et là, de 1624 à 1642, il va devenir le principal ministre de Louis XIII. 18 ans. 18 années, ce qui est une longue période, mais une période qui sera traversée de crises multiples, pendant laquelle il exercera le pouvoir avec une densité exceptionnelle, surtout à partir de 1630, 1631, et puis après la victoire de La Rochelle en 1628, mais toujours dans un climat de très grande fragilité du pouvoir, dans une lutte permanente contre ses ennemis, et avec cette idée finalement, à la fois très politique et très religieuse, que le pouvoir, l'exercice du pouvoir, la domination des hommes, avec un roi qui est un roi faible, et en même temps un roi qui l'apprécie, qui le soutient, cette idée que le pouvoir est par essence fragile, parce que les hommes sont fragiles, et parce que Richelieu lui-même n'est pas exempt d'une certaine fragilité. Quel qu'ait été son pouvoir, vous avez raison d'évoquer la fragilité, non seulement par rapport au roi, nous allons y venir, mais par rapport à une opinion publique qui n'a pas cessé d'être rebelle, d'être rétive à ce pouvoir, et pas seulement du côté des mousquetaires tels que vu par Alexandre Dumas. Écoutez donc cette chanson d'époque qui s'appelle « Richelieu dans les enfers », une chanson à boire et qui envoie chez Hadès et chez Proserpine le cardinal de Richelieu. Richelieu dans les enfers, favori de Lucifer, et dans ces lieux comme en France, on le traite d'éminence. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Lucifer fut à cheval au-devant du cardinal. Ces diablotins magnifiques portèrent mousquets et piques. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Arrivé dedans ce lieu, croyant être à Richelieu, les diablotins tous en garde mirent bas leur hallebarde. Lampon, Lampon, camarade Lampon. D'encre ce grand maréchal, quand il vit le cardinal, tout aussitôt il s'écrie: chauffez-vous, je vous en prie. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Depuis Lyon à mon secours, c'est à vous que j'ai recours. Je brûle qu'on ne délivre au diable le sol pour livre. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Que ne suis-je avec le roi? Hélas, qu'est-ce que je vois? Pris dans l'ardeur qui le presse, Proserpine pour sa nièce. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Ah, que faites-vous ici, au grand Armand du Plessis? Je suis dame Proserpine, non pas votre concubine. Lampon, Lampon, camarade Lampon. Il me semble, Arnaud Tessier, que vous devez à nos auditeurs quelques notes en bas de page. Par exemple, pour nous rappeler ce qu'était le maréchal d'Ancre. C'était le favori italien de Marie de Médicis, honni par toute une partie de la noblesse française, dont Richelieu a été ministre pendant une brève période, sur un curieux poste d'ailleurs, secrétaire d'État à la guerre, ce qui était assez inhabituel pour un évêque.
qui a été exécuté sur ordre de Louis XIII, au moment où Louis XIII a voulu réaffirmer la réalité de son pouvoir après sa majorité. Donc on le retrouve naturellement en enfer. Et un personnage tout à fait sombre pour la mémoire collective, en tout cas du temps. Et Bullion, alors Bullion, Bullion à mon secours, c'est à vous que j'ai recours, je brûle qu'on me délivre. Bullion, c'était un des proches, un des ministres de Richelieu, une de ses créatures, comme on disait. Donc il appelle à son secours un de ses fidèles. Toute cette chanson contient beaucoup des éléments très classiques de la légende noire, sur les mœurs de Richelieu qu'on suspectait d'inceste avec sa nièce. Et sur Proserpine. Voilà, et sur le côté diabolique, l'homme rouge toujours, et puis cet homme dont on disait, les polémistes du temps, les hostiles à Richelieu disaient la raison d'État, c'est la raison d'enfer, c'est-à-dire c'est véritablement une vision noire de la politique, le cynisme, enfin des choses qui sont très évocatrices pour nous aujourd'hui, puisque un des éléments de la légende de Richelieu, c'est cela, c'est la raison d'État, la vilaine, la méchante raison d'État, que l'on identifie souvent à Richelieu, l'homme implacable qui fait rouler les têtes au nom d'une cause très abstraite, l'État absolu. Alors je voudrais que nous considérions de plus près comment, ayant conquis le pouvoir, Richelieu a pu le garder, car cela peut conduire à une réflexion sur l'exercice de celui-ci, sur la manière dont on peut, dans un régime évidemment très différent du nôtre, dont on peut se comporter pour assurer la solidité de sa puissance, très différent du nôtre, et pourtant il y a, me semble-t-il, un certain nombre de traits communs. Comment a-t-il pu conquérir cette puissance et ensuite la conserver? Cela a des choses à nous dire, j'imagine. Cette puissance, il l'a conquise progressivement, par son intelligence, par son habileté, par la pertinence de ses écrits. C'est quelqu'un qui a fait remarquer de la cour, du roi, de Marie de Médicis, par l'intelligence de son propos, par sa capacité à avoir une vision politique, puis sa capacité de s'insinuer dans l'entourage de Marie de Médicis et ensuite de se faire remarquer du roi à plusieurs reprises. Il dit que les 4 qualités d'un bon conseiller, c'est la capacité, le courage, la fidélité et l'application. L'application et puis le sens de la négociation, parce que il a été l'homme qui a réconcilié à un moment donné Louis XIII avec sa mère, il était quasiment en guerre, et ses qualités de négociateur, dont il fera preuve à nouveau en plusieurs points de sa carrière, étaient un de ces éléments vraiment déterminants. En même temps, c'est un homme qui sait s'informer, qui aura pendant l'exercice du pouvoir tout un réseau d'agents à lui, y compris à l'étranger, pour être toujours au courant avant tout le monde de ce qui se passe, de ce qui se trame, des complots qui peuvent se produire contre lui, des intrigues qui peuvent se nouer dans les cours étrangères. Il faut voir l'Europe un peu comme une scène de théâtre. Et d'ailleurs, il écrira, en fait, il inspirera une pièce de Desmarets de Saint-Sorlin qui s'appelle Europe, où chaque pays d'Europe, chaque nation est représenté par un personnage, et c'est une scène de théâtre avec ses passions. Donc c'est un homme qui a su garder le pouvoir aussi par une habileté qui tenait à sa connaissance de l'âme humaine, à sa connaissance des passions humaines et des faiblesses humaines. Il ne faut pas oublier, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre l'homme, c'est aussi un prêtre, c'est un homme qui comprend de quoi est faite l'âme humaine. Il écrira jusqu'à la fin de sa vie des ouvrages de théologie à la fois très subtils et très pratiques. Il a été confesseur ? Il a exercé pleinement, oui, sa charge de pasteur. Alors là, c'est un type d'information, évidemment, qui n'est guère présente dans le personnel politique d'aujourd'hui. Non. Et puis, en même temps, ce n'est pas un prélat mondain, que je veux dire, contrairement à toute une tradition qu'on a connue en France. Pas un prélat mondain, c'est un vrai prêtre. Et c'est quelque chose qui compte dans sa vie quotidienne, dans sa réflexion. Donc il connaît les passions humaines, les faiblesses humaines, et toute son existence, pendant tout l'exercice de son pouvoir, il saura que son destin était accroché au bon vouloir, à la bienveillance, à la volonté ou à l'absence de volonté de Louis XIII, de qui il dépendait entièrement et qui, d'un mot, d'un geste, pouvait l'abattre, le réduire, et donc le renvoyer ou même le faire exécuter. Enfin, c'était des choses qui étaient des réalités tout à fait concrètes pour lui et qui ne quittaient jamais son esprit. Et qui peuvent rappeler ou annoncer un certain nombre de dépendances de personnages politiques aujourd'hui par rapport au souverain provisoire. Mais enfin, dans une république, les choses sont tout de même très différentes. Elles sont différentes, mais en même temps, les passions jouent aussi leur rôle. Enfin,
sous toute l'histoire de la Ve République, quand on considère l'histoire de la Ve République dans sa totalité, on voit bien les types de personnages. Il y a des types de personnages qui sont plus influencés par les passions, par le rôle de leur entourage que d'autres. Est-ce que vous diriez, Arnaud Tessier, que les relations entre les présidents de la République successifs et leurs premiers ministres peuvent marquer quelque chose comme un écho par rapport aux relations entre Louis XIII, qui est peut-être moins faible qu'on ne l'a dit, et Richelieu? Ce qui m'a, plus qu'à des rapprochements précis, j'ai songé à cette importance, encore une fois, que la psychologie, la soumission plus ou moins grande aux passions, la passion du pouvoir, passion ou à la faiblesse humaine, quel élément perturbateur ça joue dans des institutions, même dans des institutions régulées. Puisque à l'époque de Richelieu, on est quand même dans un système qui est loin d'être comparable au système d'aujourd'hui. Le conseil du roi, ce n'est pas un conseil des ministres comme aujourd'hui. Les effets de cour sont certes ont une prégnance beaucoup plus grande sur le fonctionnement des choses, mais même dans des institutions réglées, ou censées l'être, comme celle de la Ve République, la passion, les influences, les faiblesses jouent un rôle direct. Et j'ai pensé à la cohabitation, parce que la cohabitation, c'est finalement un déchaînement de ces passions, et c'est là que les tempéraments jouent, et que les rapports de force psychologiques jouent, et que la tension du pouvoir, entre deux hommes en particulier, le Premier ministre et le Président de la République, joue à plein. Avec des moments de concentration dramatique des incertitudes. Et il faut dire un mot, en songeant toujours peut-être à des échos aujourd'hui, de cette fameuse journée des dupes qu'on nous apprenait dans nos manuels à l'école. Rappelez-nous de quoi il s'est agi. La journée des dupes, et d'ailleurs, c'est une expression qui est entrée dans le langage courant. Et on a utilisé l'expression de journée des dupes pour bien des circonstances. La journée des dupes, eh bien, c'est en novembre 1630, au moment où Richelieu est quand même principal ministre depuis plusieurs années, c'est l'homme au pouvoir. Mais sa politique vis-à-vis des Habsbourg, de la maison d'Espagne et de la maison d'Autriche, suscite l'hostilité d'une partie de la cour, aussi d'une partie des Vaux. Marie de Médicis et le frère du roi Gaston d'Orléans conjuguent leurs efforts et leur colère pour tenter de faire pression sur Louis XIII et pour obtenir le départ de Richelieu. Pour perdre Richelieu dans l'esprit du roi. Voilà. Et pendant une journée, chacun va croire que Richelieu est perdu. Parce que le roi, il y a une scène extraordinaire où le roi reçoit Marie de Médicis qui fait son grand numéro de cris, de hurlements pour lui dire qu'elle veut que Richelieu s'en aille. Et Richelieu, de manière très théâtrale, réussit à s'introduire par une porte dérobée, qui n'était pas fermée ce jour-là, se jette aux pieds du roi, offre sa démission, joue une scène tout à fait étonnante. Et le roi, muet, se retire et finalement rendra sa décision quelques heures plus tard. Le sort balance. Voilà, c'est pour ça, c'est la journée des dupes, comme l'a dit un contemporain. Il éloigne la reine, il fait arrêter les membres de son conseil qui avaient voulu la perte de Richelieu. Il confirme pleinement et définitivement Richelieu dans son pouvoir. Donc tout le monde a cru que Richelieu était perdu. Et c'est le silence du roi qui a créé l'inquiétude. Avec le mouvement des courtisans, voilà, qui incarnent en quelque sorte de façon ostensible cette incertitude du sort, tout dépendant de la volonté du prince. Alors il y a un côté un peu, pardonnez par ce rapprochement qui peut paraître un peu étrange, mais il y a un côté un peu Baden-Baden, parce que dans le fond, nous ne savons pas finalement si Louis XIII a véritablement hésité et changé d'avis, ou s'il a joué la comédie. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la tête de Louis XIII, et Richelieu ne le savait pas non plus. Comme on discute aujourd'hui, en effet, à propos de cette fin de mai 1968, sur ce qui a vraiment dominé, dans les heures successives de ce drame, l'esprit du général de Gaulle. Partant pour l'Allemagne et revenant ensuite, après avoir pris, comme il l'a dit, ses résolutions, comme Louis XIII avait pris ses résolutions en gardant Richelieu, qui s'apprêtait en fait à partir pour le Havre et peut-être pour l'Angleterre en exil. Et c'est un proche de Richelieu, la Valette, qui lui a dit on ne quitte pas le champ de bataille. Il y a un côté là aussi général Massu qui a dit non, c'est le moment décisif, il faut tenir. Et il le volte-face. Voilà. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la conception que Richelieu pouvait avoir de l'État et de son fonctionnement et de son pouvoir. Le pouvoir est sans volupté, écrivez-vous quelque part dans votre préface au testament politique. Et pour ouvrir ce moment de notre propos, je vous propose un extrait d'une pièce d'Édouard Bulwer-Lytton de 1839. On ne quitte pas l'époque du romantisme, qui s'appelait Richelieu ou la conspiration. Bulwer-Lytton, c'est l'auteur du roman très fameux Les derniers jours de Pompéi. 1839 donc, mais joué en 1961 avec Daniel Sorano dans le rôle de Richelieu et Jacques Toja
un personnage qui a voulu trahir Richelieu et à qui le cardinal propose sa clémence. C'est une adaptation de Michel Arnaud. Adrien de Mauprat, on a collé à mon nom l'épithète de cruel. Mais je ne le suis pas. Je suis juste. J'ai trouvé une France déchirée, où les riches étaient des despotes et les pauvres des bandits, dont le commerce languissait et dont l'Église était secouée par le schisme. Une France qui, par tous ses ports, suppurait la rébellion et dont les faibles lois tombaient en poussière. Eh bien, cette France, je l'ai recréée. Et des cendres de la vieille carcasse de la féodalité, une civilisation nouvelle a pu déployer ses ailes, et tel un phénix, prendre son essor vers les cimes. Comment suis-je parvenu à cela? Grâce à mon génie, disent les uns. Parce que j'ai eu de la chance, disent les autres. Parce que je suis sorcier, prétendent d'autres encore. Mais ils se trompent tous. C'est la seule justice qui m'a servi de levier. Cette justice que la violence et la fraude nomment à tort cruauté. Et c'est vous qui allez réfuter mes calomniateurs. Vous qui allez être mon champion. Vous êtes entré ici mon ennemi, partez-en mon ami. Je ne veux pas que vous mouriez. La France a besoin de vous. Vous rachèterez toutes vos fautes. Vous serez riche, honoré, grand. Monseigneur, et comment pourrais-je jamais... Relevez-vous, monsieur. En échange de mon pardon, je ne vous demande qu'une seule chose. Votre main droite, pour y déposer celle d'une fiancée dont la dot égale la beauté, mais ne la surpasse pas. Oh, Monseigneur, je n'ai aucune envie de me marier. Préféreriez-vous la mort, monsieur? Ma foi, Monseigneur, si elle est pire que le mariage, ce n'est que de peu. Et le plus misérable des lâches doit mourir un jour. Mais aller au mariage, les yeux grands ouverts, Monseigneur, cela exige un courage de lion. Traître, tu te moques de moi. Je sais tout. Tu as osé aimer ma pupille. Comme un fleuve peut, en poursuivant sa route, aimer le soleil dont les rayons le réchauffent. Tout à l'heure, Arnaud Tessier, à propos des relations entre Louis XIII et Marie de Médicis, sa mère, on pouvait penser à Racine, à Britannicus, Agrippine et Néron. Je prévois que tes coups iront jusqu'à ta mère. Mais là c'est plutôt Corneille, c'est plutôt Cinna, la Clémence d'Auguste. Oui, c'est l'autoportrait de Richelieu par lui-même, tel que la postérité, finalement, le présente. C'est-à-dire un personnage assez solennel, qui déclame sa vision de l'État, de l'unité, et qui décrit son métier d'homme d'État comme une sorte de sacerdoce, et qui peut, comme la scène le montre, en même temps se montrer implacable, parce que, précisément, il sert l'État. Donc il y a une certaine mise en scène du personnage de Richelieu par lui-même, par cet acteur Daniel Sorano, dont le physique était assez évocateur, ce visage un peu émacié qui évoquait beaucoup Richelieu. Oui, il a joué aussi Don César de Bazan pour Jean Villard voilà. dans Ruy Blas. C'est presque un personnage un peu de Monterland. D'ailleurs, Monterland s'est inspiré de ce type de personnage. La Reine morte, le Maître de Santiago, le Cardinal d'Espagne. On sent que le personnage de Richelieu est ce personnage un peu solennel et déclamant, avec plus ou moins de talent suivant les écrivains, est quelque chose d'assez fondamental. Évidemment, en réalité, quand on regarde le personnage de Richelieu dans la réalité, quand on lit son testament politique, on voit que les choses sont un peu différentes. Il n'est pas solennel, il est pratique. Encore une fois, c'est un prêtre qui est aussi un homme d'État, qui sait que la politique, c'est l'art de gouverner les hommes, que les hommes sont faibles. Il y a une formule que je trouve très belle où il dit « La structure de l'homme est un raccourci du grand monde ». On ne peut pas dire plus. Et donc pour lui... Le grand monde au sens de l'univers. Voilà. Et pour lui, de toute façon, la politique et l'art de gouverner les hommes, ce n'est que la mise en perspective plus large de l'art de gouverner sa famille ou de gouverner les âmes lorsqu'on est prêtre. Et donc, il a une vision de l'État très pratique et du gouvernement de l'État très pratique. Et c'est quelque chose de très fondamental dans son personnage politique, puisque c'est un mot, le mot État, qui revient sans cesse dans ses écrits, sans cesse. Et le terme de bien public, d'intérêt commun, opposé aux intérêts privés, tout ça, ce sont des leitmotifs dans les écrits de Richelieu. Et on sait combien Richelieu tenait à transcrire ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. C'est un homme qui a écrit énormément. C'est véritablement quelque chose qui est au cœur de la pensée et du personnage de Richelieu. Et par-delà les différences
d'époque, de société d'ordre, d'Ancien Régime, notre société d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de très intemporel et puissant qui est cette vision du bien public. Et cette idée, effectivement, c'est une formule de Gaulle dont je n'ai jamais retrouvé la trace exacte, que le pouvoir n'est pas une volupté, mais c'est au contraire une lutte permanente, une tension, une sorte de combat avec la faiblesse des sujets, faiblesse du souverain, et puis sa propre faiblesse, puisque Richelieu lui-même est un homme, il le sait, qui peut être sujet à la faiblesse. Oui, il est frappant de voir qu'il accepte et maintient évidemment la société des ordres, mais qui n'en fait pas un principe fondamental. Ce qui lui importe, c'est l'unité du royaume, l'unité d'un dessein, l'unité d'une continuité. Et aussi, ce qui est frappant quand on le lit, et on trouve une réflexion sur les différentes temporalités du pouvoir, ne pas s'en tenir à l'immédiat. Il a cette formule magnifique, c'est une chose ordinaire aux esprits communs de se contenter de pousser le temps avec l'épaule, alors que lui-même se targue, non sans motif parfois, d'avoir de vastes desseins et de longues pensées. Il sait qu'il ne peut pas tout faire, puisqu'il sait que sa vie est une vie humaine, il sait qu'il est malade, qu'il est de santé fragile, que son pouvoir est fragile, nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc il est réaliste, donc il sait qu'il ne peut pas tout faire, il ne peut pas à la fois réformer, faire la grande réforme intérieure de la France, réduire la question de la division religieuse définitivement et complètement, et en même temps réasseoir l'autorité du roi en Europe face à la maison d'Espagne et à la maison d'Autriche, face aux Habsbourg. Donc il est obligé en quelque sorte de serrer les problèmes. Et donc c'est l'homme de la prévoyance en politique. Et on a souvent dit qu'il avait reconstitué son programme politique après coup, comme font souvent les hommes d'État. Je n'en suis pas si sûr. Je crois qu'il avait vraiment une idée assez précise. On le voit d'ailleurs dans ses premiers écrits théologiques et politiques. Il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait faire. Il savait qu'il ne pourrait pas tout faire et qu'il fallait faire les choses selon un certain ordre et s'adapter aux circonstances. Là aussi, ça rappelle d'autres hommes d'État, cette idée que le génie, c'est savoir prévoir, voir loin, au-delà de la ligne de crête, mais c'est aussi savoir s'adapter aux circonstances, c'est le génie des circonstances. Et là aussi, le rapprochement avec des hommes comme Clémenceau, qui, Dieu sait, a montré qu'il savait avoir le génie des circonstances, ou De Gaulle, on voit bien comme qu'il y a une lignée d'hommes d'État avec cette idée du bien public qui doit tout transcender, et puis cette idée que l'art de gouverner, c'est avant tout l'art de gouverner les passions et les faiblesses. Et de saisir le moment qui passe, le kairos, effectivement, mais on ne saisit bien que si on y a réfléchi longtemps à l'avance. Oui, mais ce n'est pas hasard si les trois personnages que j'ai cités sont des hommes qui ont écrit, réfléchi, écrit, et méditer ce qu'il faisait. Il y a à réfléchir aussi sur les instruments de son efficacité. Je pense en particulier à cet entourage que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure. Il y a un homme qui est un symbole, resté un symbole, c'est cet étonnant capucin qu'a été le Père Joseph. Il faut en dire un mot, car il y a encore aujourd'hui évidemment beaucoup de Pères Joseph. Parfois on les appelle les visiteurs du soir à l'Élysée. Joseph du Tremblay, oui, qui était un homme d'une grande piété, et en même temps un habile négociateur, et qui lui aussi a sa légende rose et légende noire. Un livre lui a été consacré par Huxley, dans les années 50. C'est un personnage très mystérieux et qui est entré dans le langage courant, effectivement. Le Père Joseph, c'est l'homme de l'ombre, qui conseille l'homme d'État. Il y a toujours une part d'ombre un peu pesante, l'idée qu'il donne des conseils, là aussi la raison d'État, raison d'enfer. Mais le Père Joseph était une personnalité très remarquable, au point que il était question qu'il succède à Richelieu. S'il n'était pas mort en 1638, on peut penser que la carrière, il était question qu'il soit fait cardinal. Et en réalité, la mort prématurée du Père Joseph sera une grande perte pour Richelieu, qui trouvera un autre successeur, à travers un homme qu'il avait également remarqué, et qui était Mazarin, mais sur un tout autre modèle humain. On pourrait parler aussi de la capacité de communiquer, pour prendre un mot contemporain, de faire savoir, de maîtriser, se faire savoir par rapport aux contemporains et par rapport aussi à la suite, car ce testament politique, c'est une manière de dire je souhaite que ce que j'ai fait perdure et puisse inspirer les successeurs. Il faut qu'on l'entende, ce testament politique. J'ai choisi une lecture qu'en a faite un éminent archiviste et historien qui était Charles Samaran. Lorsque votre majesté se résolut de me donner en même temps et l'entrée de ses conseils et grande part en sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les Huguenots partageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets, et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été souverains en leur charge.
Je puis dire que le mauvais exemple des uns et des autres était si préjudiciable à ce royaume que les compagnies les plus réglées, Richelieu veut parler des parlements, se sentaient de leur dérèglement et diminuaient en certains cas votre autorité légitime autant qu'il leur était possible pour porter la leur au-delà des termes de la raison. Je puis dire que chacun mesurait son mérite par son audace et que les plus entreprenants étaient les plus estimés et les plus sages et se trouvaient souvent les plus heureux. Je puis dire encore que les alliances étrangères étaient méprisées, les intérêts particuliers préférés au public et, en un mot, la dignité de la majesté royale, c'est-à-dire bien entendu de la France personnifiée dans son roi, tellement ravalée et si différente de ce qu'elle devait être par le défaut de ceux qui avaient la principale conduite de vos affaires qu'il était presque impossible de la reconnaître. On est là au début du chapitre 1er du Testament, Arnaud Tessier, le chapitre 1er qui s'intitule « Succincte narration des grandes actions du roi », celle de Richelieu du même coup. Oui, c'est amusant d'ailleurs d'entendre Charles Samaran parce qu'il le lit peut-être pas avec toute la conviction nécessaire, mais en même temps, il rajoute, il dit en un mot la dignité de la maison royale, c'est-à-dire la France. Et on voit bien, c'est amusant de voir qu'en 1948, il y a quand même cette volonté de montrer que tous ces sujets sont d'actualité. L'idée que c'est le plus grand désordre dans le royaume, les compagnies les plus réglées se sentent de leur dérèglement, les alliances étrangères méprisées, chacun mesurant son mérite par son audace. C'est vraiment le passage clé d'ailleurs du début des testaments politiques. C'est à la fois celui qui s'inscrit véritablement dans l'époque et aussi celui qui a le caractère le plus intemporel. C'est une allusion. Richelieu décrit quelque chose qui rappelle à la fois l'ancienne féodalité et puis les futures féodalités. Avec la naissance d'une administration moderne. Oui, et cette idée qu'on ne peut pas dissocier le bien public d'une certaine autorité de l'État central. D'où l'idée de réduire les grands féodaux, de leur interdire le duel, le fameux épisode où il fait condamner à mort des duellistes qui se sont affrontés contre les instructions du roi. Et éviter que les provinces, tout ce qui constitue... Ce n'est pas un pays centralisé, la France, à cette époque. Tout cela repose sur des équilibres. Qu'il n'y ait pas une sorte de système de principauté autonome qui ignore la volonté du roi, le pouvoir du roi, et donc le bien public. Et ça, c'est une idée, Samaran l'explicite, mais c'est une idée qui est présente dans le testament de Richelieu. L'idée de la durée, toujours, être un bâtisseur, il se fait construire un magnifique château, et l'idée aussi de se faire portraiturer, la peinture est importante. Oui, alors comme François Hildesheimer le note dans ses écrits, notamment dans sa biographie de Richelieu, il se fait peindre assis comme les hommes d'église, mais surtout debout par Philippe de Champagne comme un prince. Il a la volonté de montrer qu'il est plus qu'un homme d'église ou un homme d'écriture, qu'il est aussi véritablement une sorte de souverain. Même si dans son comportement vis-à-vis de Louis XIII, même si dans sa conscience profonde, il a toujours su que son destin ne tenait qu'à la volonté du roi. Mais il y a quand même une sorte d'orgueil et de volonté d'affirmer ce pouvoir, et qu'il exprime aussi à travers les innombrables libellistes, écrivains stipendiés par lui, et qui sont chargés de diffuser cette image de Richelieu à travers la peinture, à travers les écrits, à travers la presse, la Gazette de Renaudot, le Mercure français. Enfin, c'est un personnage effectivement très médiatique, mais je dirais que c'est là que la concordance des temps devient discordance. C'est quelque chose de très moderne ou de très intemporel, mais en même temps, ce n'est pas purement gratuit. C'est-à-dire que même si chez Richelieu, il y a l'orgueil, de l'intelligence, cette volonté, ce goût des arts, ce goût d'une certaine somptuosité, qui est totalement étrangère à Louis XIII, par exemple, tout cela est quand même mis au service d'une vision qui est sacerdotale, cette idée que le pouvoir, malgré tout, est sans volupté, puisque vous évoquiez le château, il ne le verra pas, son château. Enfin, il ne profitera pratiquement, matériellement, d'aucune de ces grandes choses qui sont censées exprimer son pouvoir. Il faut maintenant en venir, bien sûr, à la question de ces rapports, plus précisément, des rapports de Richelieu avec la religion. Il a beaucoup réfléchi aux relations entre Dieu et le pouvoir politique, entre César et l'empereur, enfin, et le roi en l'occurrence. Et c'est comme ça qu'il faut éclairer son comportement à l'égard des protestants. Il n'a pas été du tout jusqu'à conseiller au roi de faire la révocation de l'édit de Nantes. Au contraire, avec la paix d'Alès, il a d'une certaine façon mis pour sa génération fin aux guerres de religion, mais il a poussé le roi à aller châtier la rébellion des Rochelois à La Rochelle,
qui étaient eux-mêmes soutenus pendant un temps avant qu'ils l'abandonnent par les Anglais. Écoutez cette lecture par Jean de Sailly d'une ode au roi Louis XIII, une ode célèbre de François de Malherbe pour le roi allant châtier la rébellion des Rochelois. C'est l'émission Les Lundis de l'Histoire du 1er janvier 1967 qui proposait cette lecture. Donc un nouveau labeur à tes armes s'apprête. Prends ta foudre, Louis, et va comme un lion donner le dernier coup à la dernière tête de la rébellion. Fais choir en sacrifice aux démons de la France les fronts trop élevés de ces âmes d'enfer, et n'épargne contre eux pour notre délivrance ni le feu, ni le fer. Assez de leur complot, l'infidèle malice a nourri le désordre et la sédition. Quitte le nom de juste, ou fais voir ta justice en leur punition. Dans toutes les fureurs des siècles de tes pères, les monstres les plus noirs fit-il jamais rien que l'inhumanité de ces cœurs de vipères ne renouvelle au tien? Par qui sont aujourd'hui tant de villes désertes, tant de grands bâtiments en masure changés, et de tant de chardons les campagnes couvertes que par ces enragés? Les sceptres devant eux n'ont point de privilèges. Les immortels eux-mêmes en sont persécutés, et c'est au plus saint lieu que leurs mains sacrilèges font plus d'impiété. Marche, va les détruire. Éteins-en la semence, et suis jusqu'à leur fin ton courroux généreux, sans jamais écouter ni pitié ni clémence qui te parle pour eux. Ils ont beau vers le ciel leurs murailles accroître, beau d'un soin assidu travailler à leur fort, et creuser leur fossé jusqu'à faire paraître le jour entre les morts. Laisse-les espérer, laisse-les entreprendre. Il suffit que ta cause est la cause de Dieu, et qu'avec ton bras est là pour la défendre les soins de Richelieu. Richelieu, ce prélat de qui toute l'envie est de voir ta grandeur aux Indes se borner, et qui visiblement ne fait cas de sa vie que pour te la donner. Rien que ton intérêt n'occupe sa pensée. Nul divertissement ne l'appelle ailleurs, et de quelques bons yeux qu'on ait vanté l'insee, il en a de meilleurs. Son âme toute grande est une âme hardie, qui pratique si bien l'art de vous secourir, que pourvu qu'il soit cru, nous n'avons maladie qu'il ne sache guérir. Un poète de course, il en est, Arnaud Tessier, mais qui résume assez bien ce que, finalement, Richelieu et son roi souhaitaient que l'on dise d'eux. Oui, c'est un texte, quand on l'écoute et le lit, qui a une certaine densité, car ce n'est pas seulement un texte qui est à la gloire de Louis XIII et de son ministre, c'est un texte qui montre bien quel est l'enjeu politique du siège de La Rochelle. C'est véritablement réduire la puissance de ce qu'on appelle l'État protestant, ceux de la religion prétendue réformée, qui ont, depuis l'édit de Nantes, non seulement la liberté de religion, mais également des privilèges politiques et militaires, et dont le statut de quasi-autonomie d'un certain nombre de places fortes menace l'unité du pouvoir royal, avec les manœuvres des Anglais à l'époque, qui viennent pour aider La Rochelle. Donc c'est véritablement, cette période du siège de La Rochelle, c'est véritablement la période décisive pour le règne de Louis XIII et pour le pouvoir de Richelieu. C'est là que, véritablement, Richelieu et Louis XIII espèrent mettre fin à la guerre civile, à cette guerre religieuse qui est une guerre civile et qui est en train de redevenir une guerre étrangère. Donc on voit aussi se profiler des conflits européens derrière. Donc l'enjeu est très important, et ce qui est aussi très marquant dans cette poésie de cette ode de Malherbe, c'est que Richelieu y est présenté quand même de manière extrêmement forte et présente. Souvent, Richelieu est au second plan, parce que c'est le roi, voire Gaston d'Orléans sur certaines représentations, qu'on met en avant, le frère du roi, et Richelieu est toujours un peu discret. Là, véritablement, c'est l'affirmation de Richelieu qui a droit à un portrait tout à fait remarquable, et d'ailleurs, dans la presse, entre guillemets, de l'époque, c'est là que le nom de Richelieu va apparaître, les évocations de Richelieu. Le siège de La Rochelle, c'est la grande action de Louis XIII, une des grandes actions du règne, mais c'est aussi la grande action de Richelieu qui réduit une menace politique et militaire, donc qui assure solidement les bases du pouvoir royal, mais qui en même temps va très clairement indiquer que pour ce qui est de la conversion des âmes,
il faudra procéder autrement. Et c'est pour ça que la paix d'Alès, sera l'édit d'Alès, confirmera les dispositions religieuses de l'édit de Nantes, tout en bannissant la puissance politique et militaire des protestants. Ensuite, du point de vue de la politique étrangère, la grande question est celle de la manière dont on peut réduire l'arrogance des Habsbourg en Europe. Et peut-être faut-il en dire un mot. Quelle est à cet égard la politique de Richelieu et surtout quel procédé il utilise pour pouvoir rassembler autour de la France des forces qui puissent la soutenir? Richelieu a eu le souci pour affirmer l'un de ses objectifs, l'un de ses grands projets, comme il l'écrit dans le Testament politique, c'était de rendre au roi de France et à la monarchie française sa place en Europe, pas d'en faire une puissance conquérante ou même une monarchie universelle comme avait prétendu l'être l'Espagne, mais simplement une monarchie puissante, continentale et aussi maritime, puisqu'un de ses grands efforts sera de constituer une puissante marine française, qui lui vaudra l'hostilité de l'Angleterre tout particulièrement. L'objectif de Richelieu, c'est d'arriver à casser cet empire un peu fatigué que composent ensemble la maison d'Espagne et la maison d'Autriche, c'est-à-dire la maison des Habsbourg, avec l'Italie qui est un terrain de rivalité pour la France et l'Espagne. Et l'idée, c'est de casser cette unité qui est déjà très atteinte. Et petit à petit, Richelieu, contre l'avis d'une partie de l'entourage royal et de l'entourage de Marie de Médicis, ce qui explique d'ailleurs la journée des dupes que nous évoquions tout à l'heure, Richelieu va être petit à petit entraîné et même poussé par Louis XIII vers une guerre européenne qui sera la guerre de 30 ans, en fait, dans laquelle il sera particulièrement attaqué pour les alliances passées avec les pays protestants d'Allemagne, avec la Suède. Richelieu considérant que le jeu des alliances est un sujet différent du règlement de l'hérésie en France et de la division religieuse du royaume. Il considère que s'allier avec des États protestants pour l'intérêt de la France et pour l'équilibre de l'Europe, c'est une nécessité devant laquelle il ne faut pas reculer. Il n'aime pas la guerre, il a essayé de reculer le plus longtemps possible devant la guerre. En 1635, ça devient nécessaire, ça va passer par des phases d'ailleurs très complexes, où le pouvoir de Richelieu et même la situation de la France par moments paraîtront très compromises, mais c'est pour lui une nécessité. Il choisit de faire passer cette affirmation de la puissance royale, réaffirmation de la puissance royale française, et cette volonté d'abattre la maison des Habsbourg, la puissance exagérée de la maison des Habsbourg en Europe, par tous les moyens, ça va être un de ses objectifs, tout en établissant, là aussi il faut faire attention à l'image de la raison d'enfer ou de la raison d'État transposée au plan diplomatique. Richelieu est un homme qui dit, qui écrit, et dans le testament politique c'est un aspect important, que les traités doivent être respectés et qu'il y a des règles en diplomatie qui doivent être respectées. Et justement, il reproche à l'Espagne d'être d'une sournoiserie extrême dans la pratique de sa politique étrangère. Lui-même n'est vraiment pas, vous avez raison de le rappeler, n'est pas favorable par principe à la guerre, non. Alors que la guerre peut séduire le sens de la gloire chez le souverain, un peu comme ce sera le cas d'ailleurs pour Louis XIV, qui sur son lit de mort expliquera qu'il avait trop aimé la guerre. On peut presque dire la même chose de Louis XIII par rapport à Richelieu. Et il a ce propos dans le Testament, il explique qu'il n'y a pas de nation au monde si peu propre à la guerre que la nôtre, entendez la France. La légèreté et l'impatience qu'elle a dans les moindres travaux sont deux principes qui ne se vérifient que trop. De là vient qu'ils ne sont pas propres aux conquêtes, entendez les Français, qui requièrent du temps, ni à conserver celles qu'ils pourraient avoir faites en un instant. On pourrait peut-être appliquer ça à certains comportements diplomatiques ou militaires de la France au XXe siècle. Oui, il fait partie de cette tradition. La France qui ne doit pas se perdre dans des conquêtes inutiles ou disperser sa puissance. Il était très frappé par le caractère hétérogène de la puissance espagnole, de la puissance des Habsbourg, qui avait fait la force au XVIe siècle de cette maison et puis qui avait fait sa faiblesse ensuite. Et il pourra dire à la fin de son gouvernement qu'il a réellement abattu. Il va voir presque se produire la chute de la puissance des Habsbourg à la fin de son règne, qui sera confirmée ensuite en 1643, puis par la fin de la guerre de 30 ans. Sur les méthodes de la diplomatie, est-ce qu'il y a des choses à nous dire, en particulier la grande question du secret dans les échanges entre les nations en temps de paix, secret ou transparence? Alors là aussi, c'était la double personnalité de Richelieu telle que la postérité le conçoit. Il y a des formules chez lui où il dit que le secret des affaires, c'est vraiment la clé de la diplomatie et de la politique. Et puis en même temps, il y a ces textes où il dit combien certaines règles doivent être respectées.
Je crois que ça nous renvoie toujours à cette idée que ce n'est pas un homme d'État pur, ni un prélat mondain. C'est un homme d'État qui est aussi un homme d'Église et qui a, dans son comportement politique, dans sa façon de voir la société du temps, dans sa façon de voir la gestion des choses, la conduite des hommes, la conduite des guerres, voir une dimension qui est toujours aussi un peu religieuse. Il a des principes, Richelieu, en réalité. Il a des principes, et qui sont des principes moraux, mais qui sont des principes surtout de ses convictions religieuses et de sa personnalité de prêtre. Je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Il a pratiqué le secret dans la pratique diplomatique, comme ça s'est toujours fait. Il avait ses agents, il avait sa façon d'agir. Mais en même temps, ce n'était pas le lubris, ce n'était pas le dérèglement, c'était la raison. Ce n'était pas la raison d'État, c'était la raison dont il voulait qu'elle conduise le royaume de France. Donc pas de conquête exagérée, pas de puissance débridée, comme il le dit encore une fois dans cette pièce Europe. Ça n'est pas, malgré ce qu'on a essayé de dire, quelqu'un qui affirme l'utilité par principe de la duplicité. Au contraire, non. Sans être évidemment partisan, ce serait anachronique de la diplomatie, de la transparence, de la diplomatie ouverte qu'on a connue à partir du 19e siècle et surtout du 20e sous l'influence américaine. Il affirme, comme vous le dites, la nécessité que manquer une parole est malvenue et que le souverain ne peut pas violer sans perdre sa réputation et par conséquent sa plus grande force. Dans ses lettres et documents diplomatiques, souvent on le voit fustiger la duplicité de la politique anglaise, la duplicité de la politique espagnole. Pour lui, la puissance du roi de France, c'est quelque chose de capital, parce que dans l'ordre temporel, c'est l'objectif qu'il poursuit. Mais derrière, au-delà, il y a toujours la puissance de Dieu et le règne de Dieu. Et tout cela n'a de sens pour lui que dans la mesure où cela s'inscrit dans une vision du temps, de l'humanité qui dépasse de très loin la personne de Louis XIII ou même le rôle de la France. C'est ce qui donne tout son sens en réalité à l'entrée de Louis XIII à La Rochelle, après la prise de cette ville. Ce n'est pas seulement un épisode de grande portée diplomatique, c'est un moment où la responsabilité religieuse rejoint la responsabilité nationale. Écoutez cette ode qui le dit bien, cette ode qui remonte à 1628, consacrée à cet événement majeur du début du pouvoir de Richelieu. L'interprétation est de Paul Barré. Monsieur Duzès, capitaine, et Briet, son lieutenant, et la place porte enseigne, vive le roi. Monnaie les bourgeois de Paris, vive Louis. Ils avaient des chausses rouges, des pourpoints de satin blanc, avec des plumages jaunes, vive le roi. Par-dessus leur chapeau gris, vive Louis. Du Frénois apothicaire et des deux sergents-majors portent à l'arçon de sa selle, vive le roi. Sa seringue et son estui, vive Louis. Et Renoir, son beau-frère, avait de fort beaux habits, et nos oies chiaient dans ses chausses, vive le roi. Car elle n'était pas à lui, vive Louis. Il y survint une pluie qui les mit en désarroi. Aussitôt brillait ses cris, vive le roi. Adieu tous nos beaux habits, vive Louis. Vous eussiez vu les bourgeoises, dedans leurs plus beaux atours, regardant par les fenêtres, vive le roi. Tous leurs cocus de mari, vive Louis. Vous eussiez vu les jésuites, criant comme des enragés. Ils pensaient faire la musique, vive le roi. Ils faisaient de piteux cris, vive Louis. Ces bons pères jésuites firent de beaux chariots. Les chevaux qui les traînaient, vive le roi. Sont au boueux de Paris, vive Louis. Puis un beau feu d'artifice, situé dans un bateau, fut tiré sur la rivière, vive le roi. Devant le Louvre à Paris, vive Louis. Triomphe, trophée, religion qu'il emporte sur les protestants qui s'en prennent à l'unité nationale. Avec un personnage finalement qui est difficile à saisir dans cette époque, si l'on compare avec aujourd'hui, c'est le peuple. Car évidemment, ces grandes ambitions de Richelieu vont entraîner de grandes souffrances. C'est pourquoi d'ailleurs il avait tant reculé devant cette idée de faire la guerre. Et à partir de 1635, sur le plan financier, sur le plan humain, la guerre va être dure pour le peuple français. Et cela, c'est quelque chose évidemment qui est singulier, difficile à analyser et qui va user un peu l'image de Richelieu dans les dernières années de son gouvernement.
Merci beaucoup, Arnaud Tessier. Je rappelle le titre de 2 ouvrages que vous avez consacrés à Richelieu. Un livre qui est ramassé, mais très intense. Richelieu, la puissance de gouverner, publié chez Michalon, de la collection Le bien commun, publié en 2007. Vous avez réédité le testament politique de Richelieu avec une ample présentation dans la belle collection des Mémorables chez Perrin. Je recevrai samedi prochain Alain Corbin, le grand historien Alain Corbin, l'historien des sensibilités. Avec lui, nous parlerons de l'arbre, puisqu'il y consacre un travail tout récent, nous posant la question, auprès de nos arbres, vivions-nous heureux? C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, et aussi par notre stagiaire Cléo Rager, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille, à la discothèque Jacotte Degrange, et pour les archivina, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, Dominique Rousset, comme chaque samedi, pour l'économie en question.